Je ne veux plus que tu approches mes enfants. Ces 7 mots ont anéanti ma vie. Je m'appelle Roseline. J'ai 65 ans. Et jamais je n'aurais pensé entendre cette phrase sortir de la bouche de mon fils. Mon fils chéri. Mais c'est exactement ce qui s'est produit un mardi après-midi ordinaire. Alors que tout semblait encore normal dans mon petit monde. J'étais assise dans mon fauteuil. Dans le salon. Sirotant mon café au lait tiède. Comme je l'ai toujours aimé. Bien chaud mais sans me brûler la langue. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message vocal de Rémi. Mon fils de 42 ans. De mes 3 enfants. Il a toujours été le plus proche. Mon refuge depuis que leur père nous a abandonnés. J'ai souri en voyant son nom sur l'écran. Rémi m'envoyait toujours des messages affectueux. Il demandait si j'allais bien. Si j'avais besoin de quelque chose au supermarché. S'il devait passer le week-end. C'était l'enfant qui se souciait le plus de moi. Celui qui montrait le plus son amour. J'ai appuyé sur le bouton de lecture avec la certitude d'entendre des mots doux. Je ne veux plus que tu approches mes enfants. Sa voix était glaciale. Sèche. Tranchante comme une lame de rasoir. Pas de « bonjour maman ». Pas de « désolé ». Rien. Juste la sentence de mort de notre relation. Prononcée en 7 mots cruels. Ma tasse de café a glissé de mes mains tremblantes et s'est brisée sur le carrelage. Le bruit du verre cassé a résonné dans la maison vide. Mais il a été étouffé par le son de mon monde qui s'effondrait. Pendant un instant, je suis restée paralysée, fixant le téléphone comme si c'était un objet venu d'une autre planète. Avais-je mal entendu? Le son était-il déformé? J'ai réécouté le message. Je ne veux plus que tu approches mes enfants. Chaque mot était un coup de poignard. Je ne veux plus que tu approches mes enfants. Je me suis mise à trembler comme une enfant perdue dans une foule. Mes jambes sont devenues faibles. Ma respiration a commencé à manquer. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait arraché le cœur de la poitrine et l'avait piétiné devant moi. Mais ce qui m'a le plus dévasté, ce n'était pas seulement les mots. C'était la froideur dans la voix de mon garçon. Le ton de quelqu'un qui a pris une décision définitive, irrévocable. Le ton de quelqu'un qui ne veut ni conversation, ni explication, ni aucune chance de se défendre. Rémi. Ce même petit garçon que je tenais dans mes bras quand il faisait des cauchemars. Celui qui pleurait, accroché à ma jupe, quand d'autres enfants le provoquaient à l'école. Celui qui me disait « Je t'aime » maman, chaque fois que je le déposais chez un ami. Ce même Rémi venait de me bannir de sa vie comme si j'étais une criminelle dangereuse. Je me suis levée du fauteuil, les jambes flageolantes, et je l'ai appelé immédiatement. Mon esprit refusait d'accepter que ce soit réel. Ce devait être un malentendu? Une mauvaise blague? Un moment de colère qui allait passer. Le téléphone a sonné 1, 2, 3 fois avant de tomber directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé encore et encore. À la 4e tentative, ça n'a même pas sonné. L'appel a été refusé sur le champ. Il avait rejeté mon appel. Mon propre fils. J'ai envoyé un SMS avec des doigts qui tremblaient si fort que j'ai dû le réécrire 3 fois. Rémi. Mon fils. Que se passe-t-il? Pourquoi me parles-tu comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Le message est resté avec une seule coche grise. Il n'a même pas été distribué. Il m'avait bloqué. Bloqué. Comme si j'étais une ex-petite amie obsessionnelle. Une vendeuse insistante. Une personne quelconque qu'il voulait rayer de sa vie. Mais j'étais sa mère. La femme qui a passé 9 mois de sa vie à le porteur. Qui a passé des nuits blanches quand il avait de la fièvre. Qui a cumulé 2 emplois pour lui offrir des études.
Je suis retombée dans le fauteuil, sentant le monde tourner autour de moi. Le café au lait renversé sur le sol était déjà froid, formant une flaque brune parmi les éclats de la tasse. Cette tasse venait de ma mère, l'un des rares souvenirs que j'avais d'elle. Maintenant, elle était brisée. Tout comme mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Pas un petit chagrin. Pas une tristesse ordinaire. C'était un cri de désespoir. Un sanglot qui venait du plus profond de mon âme. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose était mort en moi, la confiance en une personne que j'aimais plus que ma propre vie. Pourquoi me faisait-il ça? Quel crime horrible avais-je commis pour mériter une telle cruauté? J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que nous nous étions vus. Le dimanche précédent. Il était venu déjeuner à la maison avec Sophie et les enfants, comme nous le faisions chaque semaine depuis des années. Tout semblait normal. Les enfants avaient joué dans le jardin. Il avait complimenté mon poulet rôti. Il m'avait même aidé à faire la vaisselle. En partant, il m'avait embrassé sur la joue et avait dit « À dimanche prochain. » Maman. Comme d'habitude. Et maintenant, 5 jours plus tard, j'étais interdite d'approcher mes propres petits-enfants. Le téléphone a sonné et mon cœur s'est emballé. Était-ce lui qui appelait pour s'excuser? Pour dire que c'était un moment de folie? J'ai regardé l'écran avec espoir. C'était Sophie. Ma belle-fille. J'ai décroché à la première sonnerie. Anxieuse. Allô? Sophie. Que se passe-t-il? Rémi. Madame Roseline? M'a-t-elle interrompu d'une voix froide que je ne lui avais jamais entendue. Vous devez respecter la décision de mon mari. C'est mieux pour tout le monde. Mais... Sophie. Ma chérie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me traitez-vous comme ça? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Je ne discuterai pas de ça au téléphone. Mais je ne sais pas. Pour l'amour de Dieu, explique-moi ce qui s'est passé. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis j'ai entendu sa voix. Encore plus glaciale. Madame Roseline? Si vous continuez à insister, nous devrons prendre d'autres mesures. Il vaut mieux accepter et continuer votre vie. Et elle a raccroché. Au nez. Je suis restée là, tenant le téléphone muet. Comme si je venais de recevoir une gifle. D'autres mesures? Quelles autres mesures? Une injonction d'éloignement? Une ordonnance du tribunal? Comme si j'étais une harceleuse. Une personne dangereuse. La réalité a commencé à se dessiner dans mon esprit de manière terrifiante. Ce n'était pas une dispute passagère. C'était une décision froide, calculée, définitive. Ils en avaient discuté. Ils l'avaient planifié. Ils avaient décidé de me couper de leur vie comme on enlève une tumeur. Et le pire, sans même me donner le droit de savoir pourquoi. J'ai regardé autour de moi. Dans mon petit salon simple. Les photos des petits-enfants souriant sur l'étagère. Le dessin de Pierre? 6 ans. Collé sur le réfrigérateur avec un aimant. La poupée d'Analou? 4 ans. Oubliée sur le canapé depuis dimanche dernier. Comment allais-je expliquer aux enfants que mamie ne pouvait plus les voir? Comment allaient-ils comprendre que, du jour au lendemain, j'étais devenue une mauvaise personne? Quelqu'un dont ils devaient être protégés? La douleur dans ma poitrine est devenue quelque chose de physique? De réel? Comme si quelqu'un serrait mon cœur à pleine main. J'ai dû m'appuyer sur le bras du fauteuil pour ne pas m'évanouir. À ce moment-là, avec le café renversé, les débris de la tasse de ma mère éparpillés sur le sol, et l'écho de ces 7 mots cruels résonnant dans ma tête,
J'ai compris que ma vie venait d'être brisée en deux. Il y avait un avant et un après ce message vocal. Et je ne serai plus jamais la même personne que 5 minutes avant d'appuyer sur ce bouton. Parce que lorsqu'un fils que vous aimez par-dessus tout vous expulse de sa vie sans explication, sans chance de vous défendre, sans pitié, quelque chose de fondamental meurt en vous. Une innocence qui ne reviendra jamais. Une confiance qui se brise en 1000 morceaux. Comme la tasse sur le sol. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Que la cruauté que je ressentais à cet instant n'était qu'un avant-goût de l'enfer qui m'attendait encore. Les jours qui ont suivi ont été une descente aux enfers. Une série d'humiliations que je n'aurais jamais imaginé pouvoir exister. Comme si ce premier coup de poignard n'avait pas suffi. La vie a décidé de me montrer que la cruauté humaine n'a pas de limite. Surtout quand elle vient de ceux qui devraient nous aimer. Le mercredi suivant, j'ai tenté une approche différente. S'il ne voulait pas me parler directement, je pourrais peut-être comprendre ce qui se passait par l'intermédiaire de mes autres enfants. J'ai appelé Marc, mon fils cadet. 38 ans. Marc, mon chéri. Sais-tu ce qui se passe avec Rémi? Il m'a envoyé un message horrible. Il a dit qu'il ne voulait plus que je voie les enfants. Le silence à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. Un silence trop long. Trop lourd. Maman. Écoute. Il vaut mieux que vous discutiez entre vous. Mais. Mon fils. J'ai essayé. Il m'a bloqué. Il ne répond pas à mes appels, ni à mes messages. Maman. Je ne peux pas me mêler de cette histoire. Désolé. Mais chacun doit résoudre ses propres problèmes. Et il a raccroché. Mon propre fils, que j'avais toujours traité avec le même amour, m'abandonnait à la première difficulté. Comme si j'étais un problème à éviter. Et non sa mère qui avait toujours été là pour lui. J'ai appelé Christine. Ma fille Benjamine. 35 ans. Nous avions toujours été proches. Nous parlions de tout. Si quelqu'un pouvait me comprendre et m'aider, ce serait elle. Chris. Ma chérie. Il faut que je te parle. Il se passe quelque chose de très étrange avec Rémi. Oh. Maman. Je sais. Sophie m'a raconté. Mon cœur a fait un bond. Enfin. Quelqu'un qui savait ce qui se passait. Alors explique-moi. Pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Maman. Sincèrement. Parfois tu exagères un peu. Sophie a dit que tu te mêles trop de l'éducation des enfants. Que tu critiques tout. Mais quand ai-je fait ça? Je n'ai jamais rien critiqué. Maman. Tu donnes toujours ton avis sur tout. Sur la nourriture qu'ils leur donnent. Sur l'heure du coucher. Sur l'école. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai que parfois, je faisais des suggestions. Comme toute grand-mère. Quand je voyais Pierre manger trop de bonbons, je disais, attention aux petites dents. Quand Annalou restait éveillée tard, je faisais remarquer qu'un enfant a besoin de dormir tôt. Des choses normales de grand-mère inquiète. Chris. C'est ça. Être une grand-mère. Toutes les grand-mères s'inquiètent pour leurs petits-enfants. Maman. Mais tu exagères. Et autre chose. Sophie a dit que tu fais des comparaisons entre ses enfants et ceux de Marc. Que tu dis que les siens sont mal élevés. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Maman. Arrête de faire du drame. Si. Tu l'as dit. À l'anniversaire d'Annalou? Tu as dit que le neveu de Marc, qui a le même âge, était déjà propre et pas elle. Je me suis souvenu de ce commentaire. C'était une observation innocente.
Pour essayer d'aider. J'avais dit à Sophie que si elle voulait, je pouvais lui donner des conseils sur la manière d'apprendre la propreté. Car j'avais de l'expérience avec le petit-fils de Marc. C'était une offre d'aide? Pas une critique. Ma chérie. J'essayais d'aider. Je lui ai proposé de l'aide parce que j'ai de l'expérience. Maman. Tu ne te rends pas compte de la façon dont tu dis les choses. On dirait que tu critiques sa manière d'élever ses enfants. J'ai senti le monde s'effondrer à nouveau. Était-il possible que j'aie blessé ma belle-fille sans m'en rendre compte? Que mes tentatives d'aide aient été interprétées comme de l'ingérence? Chris. Même si j'ai dit quelque chose de travers. Est-ce que ça justifie de m'interdire de voir mes petits-enfants? De me traiter comme une criminelle? Oh. Maman. Arrête d'exagérer. Personne ne te traite comme une criminelle. Ah non? Il m'a bloqué. Christine. Bloqué comme si j'étais une parfaite inconnue. Écoute. Maman. Sincèrement. Parfois tu es un peu dramatique. Peut-être que c'est bien que vous preniez un peu de distance? Que vous laissiez la poussière retomber. J'ai raccroché le téléphone. Les mains tremblantes. Ma propre fille était de leur côté. Pas complètement. Mais elle l'était. Elle ne m'avait pas défendu. Elle n'avait pas dit que je subissais une injustice. Au contraire. Elle avait suggéré que c'était peut-être une bonne chose de prendre de la distance. Comment une famille entière pouvait-elle tourner le dos à la personne qui s'était le plus sacrifiée pour elle? Le samedi. J'ai décidé de jouer ma dernière carte. Je suis allée chez Rémi. Pas pour créer une scène, mais pour parler comme des gens civilisés. Pour comprendre ce qui se passait et m'excuser si j'avais vraiment fait quelque chose de mal. J'ai frappé à la porte. Le cœur battant à tout rompre. J'ai entendu des pas à l'intérieur. Des voix qui chuchotaient. Je savais qu'ils étaient là. Rémi. Mon fils. C'est moi. Je veux juste parler. S'il te plaît. Silence. S'il te plaît. Mon fils. Je ne suis pas venu chercher les problèmes. Je veux juste comprendre. Encore le silence. Je suis resté là pendant 10 minutes. Frappant de temps en temps. Appelant à voix basse pour ne pas déranger les voisins. Rien. C'était comme si la maison était vide. Mais je savais qu'elle ne l'était pas. Alors que je m'apprêtais à partir, la voisine d'à accent grave côté est apparue à sa fenêtre. Madame Roseline. Ils sont sortis par la porte de derrière il y a 5 minutes. J'ai senti la honte me brûler le visage. Ils s'étaient enfuis. Pour ne pas avoir à m'affronter. Merci. Ai-je murmuré à la voisine? Avant de partir? Ma dignité en lambeaux. Le dimanche suivant, traditionnellement le jour de notre déjeuner de famille, je suis restée seule à la maison. Pour la première fois depuis des années, j'ai cuisiné pour une seule personne. Le silence de la maison était assourdissant. Toutes les heures, je regardais l'horloge, me rappelant qu'à cette heure-ci, les enfants seraient en train de jouer dans mon jardin, que Rémi se plaindrait de son équipe de football, que Sophie m'aiderait dans la cuisine. Vers 3 heures de l'après-midi, l'heure à laquelle il partait toujours, mon téléphone a sonné. C'était une notification du groupe de la famille sur WhatsApp. Un groupe qui nous incluait tous, moi, mes 3 enfants et leurs familles. Sophie avait envoyé une photo des enfants au parc, en train de jouer sur le toboggan. La légende disait « Dimanche parfait en famille ». Mon cœur s'est brisé. Ils s'amusaient. Ils étaient heureux. En famille. Et moi, qui avais toujours fait partie de cette famille, j'en étais maintenant exclue. Comme si je n'avais jamais existé.
Le pire, ce furent les réponses de mes autres enfants. Marc, qu'ils sont beaux. Les dimanches en famille. C'est toujours génial. Christine, je vous aime. Les tontons et tata profitent aussi d'un dimanche parfait. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a dit, et mamie? C'était comme si j'avais été effacée de l'histoire de la famille. J'ai quitté le groupe sur le champ. Je ne supportais plus de voir ce bonheur dont j'étais bannie. Le lundi. Je suis allée au supermarché pour faire quelques courses et j'ai croisé Madame Perrin, la mère de la meilleure amie de Sophie. Bonjour Roseline. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Bonjour Solange. Ça va. Et vous? Et comment vont les petits-enfants? Sophie publie toujours de si jolies photos d'eux. J'ai senti ma gorge se nouer. Comment expliquer que je ne savais pas comment allaient mes propres petits-enfants? Oh. Ils vont bien. Ils grandissent. C'est bien. La famille. C'est tout. N'est-ce pas? Heureusement que vous êtes une famille si unie. Une famille unie? Si seulement elle savait. Oui. En effet. Ai-je réussi à répondre avant de prendre congé rapidement? Sur le chemin du retour, j'ai commencé à penser à tout ce que j'avais fait pour cette famille. Combien de fois avais-je payé les factures de Rémi quand il était au chômage? Combien de fois avais-je gardé les enfants gratuitement pour qu'ils puissent sortir? Combien de cadeaux coûteux avais-je achetés? Même quand mes fins de mois étaient difficiles? Je me suis souvenu de la grossesse de Sophie. Pour Anna Lou. Elle avait dû rester alitée. J'ai passé un mois entier à aller chez eux tous les jours. Je m'occupais de Pierre. Je préparais les repas. Je faisais la lessive. Je nettoyais la maison. Tout ça sans jamais me plaindre. Par simple amour pour ma famille. Je me suis souvenu de la fois où Rémi avait perdu son emploi. Il y a 3 ans. J'avais vendu ma télévision neuve, que je n'avais même pas fini de payer, pour lui prêter de l'argent. Il ne me l'a jamais rendu. Et je ne le lui ai jamais réclamé. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais annulé mes propres engagements pour garder les enfants quand ils avaient un imprévu. Combien d'invitations d'amis avais-je refusées? Combien de sorties avais-je manqué? Et maintenant? À la première difficulté? Même si j'avais commis une erreur, il m'abandonnait comme si j'étais un déchet. Le mardi. Une semaine après ce maudit message vocal, le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Madame Roseline? C'est la maîtresse d'Anna Lou? De l'école maternelle. Mon cœur s'est emballé. Il était arrivé quelque chose à ma petite fille. Que se passe-t-il? Elle va bien? Elle va bien? Oui. C'est juste que... Aujourd'hui. Pendant le temps de parole sur la famille, elle a dit que mamie Roseline était partie et qu'elle ne reviendrait plus. Elle était très triste. J'ai pensé vous appeler pour savoir si quelque chose s'était passé. Je me suis mise à pleurer au téléphone. Imaginer ma petite fille de 4 ans penser que sa grand-mère l'avait tout simplement abandonnée me brisait le cœur en 1000 morceaux. Maîtresse. C'est compliqué. J'ai eu un problème avec mon fils. Ah. Je comprends. Je vous appelais simplement parce qu'elle était vraiment très triste. Elle a dit qu'elle voulait que mamie revienne pour faire un gâteau avec elle. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant 1 heure. Ma petite fille souffrait. Je lui manquais et je ne pouvais rien faire. Il m'était interdit de la consoler, de lui expliquer, de la serrer dans mes bras. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la dimension de la cruauté que je subissais. Ce n'était pas seulement contre moi. C'était contre les enfants aussi. Ils utilisaient mes propres petits-enfants comme une arme contre moi. Et le pire de tout,
C'est que je ne savais toujours pas pourquoi. J'étais jugée et condamnée sans savoir exactement quel était mon crime. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce message vocal. Et je n'étais plus la même personne. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme qui avait vieilli d'un coup. Avec des cernes profonds et un regard vide que je ne reconnaissais pas. J'avais arrêté de manger correctement. La nourriture ne passait pas. Elle restait coincée dans ma gorge. Comme si mon propre corps refusait toute forme de nutrition. J'ai perdu 6 kilos en 3 semaines. Mes vêtements étaient devenus trop larges. Ils flottaient sur mon corps comme si je disparaissais de l'intérieur. J'avais aussi arrêté de sortir de chez moi. À quoi bon? Pour rencontrer des connaissances qui me demanderaient des nouvelles des petits-enfants? Pour faire semblant que tout allait bien alors que mon monde s'était écroulé? Je préférais rester entre les 4 murs de ma maison, où personne ne pouvait me voir m'effondrer. Mais c'est un jeudi, en fin d'après-midi, que la réalité m'a frappé de plein fouet. Je passais dans le jardin quand j'ai vu la poupée d'Analou tomber sous le tuyau d'arrosage. Une petite poupée de chiffon qu'elle apportait toujours quand elle venait me voir. Une poupée qu'elle oubliait souvent et que je gardais toujours pour la lui rendre le dimanche suivant. J'ai pris la poupée dans mes mains et j'ai commencé à pleurer d'une manière dont je n'avais jamais pleuré de ma vie. Un cri qui venait du plus profond de mon âme. Un sanglot désespéré qui m'a fait tomber à genoux. Là, sur le sol du jardin, serrant cette poupée comme si c'était ma propre petite fille. Anna-Lou, ai-je murmuré à la poupée. Mamie est si triste sans toi. C'est à ce moment-là que la pleine mesure de ce qui se passait m'a submergée. Je n'étais pas seulement en train de perdre mon fils. Je perdais aussi mes petits-enfants. Des enfants en bas âge qui m'aimaient. Qui couraient dans mes bras. Qui m'appelaient « mamie d'amour ». Et maintenant? Ils devaient penser que je les avais abandonnés. Imaginez Pierre demander à son père « Pourquoi mamie ne vient plus ?» Et entendre une réponse cruelle à mon sujet me détruisait de l'intérieur. Imaginez Anna-Lou pleurer à l'école. Parce que je lui manquais. Me donnait l'impression d'être poignardée encore et encore. Je suis restée là. Sur le sol du jardin. Jusqu'à la tombée de la nuit. Quand j'ai finalement réussi à me relever. J'ai ressenti une douleur physique dans la poitrine. Comme si quelque chose était arraché de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée au lit. Les yeux fixés sur le plafond. Repassant chaque moment des dernières années. Avais-je vraiment été une grand-mère envahissante? Mes conseils avaient-ils sonné comme des critiques? Étais-je devenue, sans m'en rendre compte, cette belle-mère agaçante que tout le monde évite? J'ai commencé à remettre en question chaque souvenir. Chaque conversation. Chaque geste. Peut-être que lorsque j'avais dit qu'Anna-Lou était un peu mince. Cela avait été perçu comme une critique de l'alimentation que Sophie lui donnait. Peut-être que lorsque j'avais suggéré que Pierre aille chez le dentiste. Cela avait semblé être de l'ingérence. Mais même si c'était vrai. Même si j'avais eu tort. Cela justifiait-il une telle cruauté? Cela justifiait-il de me couper de leur vie comme si j'étais une tumeur maligne? Le vendredi. J'ai décidé de faire une dernière tentative. J'ai écrit une lettre. Une longue lettre. Sincère. Où je m'excusais pour tout ce que j'aurais pu faire de mal. Je les suppliais de me parler. J'expliquais à quel point j'aimais ma famille et combien je souffrais. J'ai pris une jolie enveloppe. J'ai écrit avec ma plus belle écriture et je suis allée jusqu'à la maison de Rémi. Comme il s'enfuyait chaque fois qu'il me voyait. J'ai décidé de laisser la lettre dans la boîte aux lettres. Quand je suis arrivée, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une nouvelle pancarte dans le jardin. Souriez. Vous êtes filmé. Et une caméra de sécurité. Pointée directement vers le portail. Ils avaient installé une caméra de sécurité. À cause de moi.
Pour me surveiller. Pour avoir des preuves si je me présentais là. Comme si j'étais une criminelle. Une harceleuse dangereuse. Ma propre famille me traitait comme une menace. J'ai glissé la lettre dans la boîte aux lettres avec des mains tremblantes, sachant que cette caméra enregistrait chacun de mes mouvements. J'ai ressenti une humiliation si profonde que j'ai eu envie de disparaître sur le champ. J'étais anéantie. Convaincue maintenant que c'était de ma faute. Mes conseils, mes suggestions, mes inquiétudes de grand-mère avaient été perçues comme des intrusions insupportables. Ma propre fille, Christine, me l'avait dit, tu exagères. J'avais dû dépasser les limites sans m'en rendre compte. Mon amour était devenu un fardeau. Et ma présence une nuisance. Je suis rentrée chez moi le cœur lourd. Le poids de la culpabilité m'écrasant les épaules. J'étais le problème. J'étais la cause de cette rupture. Il n'y avait plus d'autre explication possible. Il n'aurait jamais pris des mesures aussi extrêmes, le blocage, le silence. Et maintenant une caméra s'il ne s'agissait pas d'une faute grave de ma part. Je me suis assise dans mon fauteuil. Le même où tout avait commencé. Et j'ai accepté mon sort. J'avais détruit ma propre famille par maladresse. Par excès d'amour peut-être. La douleur de cette prise de conscience était encore plus vive que la colère ou l'incompréhension. C'était la douleur du regret. La certitude d'avoir tout gâché. Le silence de la maison n'était plus seulement le signe de mon isolement, mais le reflet de mon échec en tant que mère et grand-mère. C'était la fin. Il n'y avait plus rien à faire. Sinon pleurer sur les ruines de ce que j'avais moi-même. Sans le vouloir. Détruit. Le samedi matin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Roseline? Ici Maître Henri Duval. L'avocat de la famille Silva. Mon cœur s'est arrêté. Silva était le nom de famille de Sophie. Pourquoi m'appelez-vous? Monsieur? Mes clients m'ont demandé de prendre contact avec vous. Ils souhaitent vous signifier que toute tentative d'approche de leur domicile ou des enfants mineurs sera considérée comme une atteinte à la tranquillité et pourra entraîner des poursuites judiciaires. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing à l'estomac. Des poursuites judiciaires? Je suis la grand-mère des enfants. Je comprends. Madame. Mais mes clients ont le droit de décider qui peut ou ne peut pas avoir de contact avec leurs enfants. La lettre que vous avez déposée hier a été considérée comme une forme de harcèlement. Harcèlement? C'était une lettre d'excuse. Madame. Je ne fais que vous transmettre la position de mes clients. Ils vous demandent de respecter leurs décisions et de ne plus tenter aucune forme de contact. Faute de quoi? Ils seront contraints de demander une ordonnance restrictive. J'ai raccroché et je suis tombée sur le sol de la cuisine. Ils avaient engagé un avocat contre moi. Contre la grand-mère de leurs propres enfants. Une ordonnance restrictive. Une mesure qui m'empêcherait légalement d'approcher mes petits-enfants. Qui ferait de moi officiellement une personne dangereuse aux yeux de la justice. Je me suis mise à crier. Là. Par terre. Un cri de douleur. De désespoir. De quelqu'un qui ne supporte plus tant d'injustice. J'ai crié jusqu'à en être rauque. Jusqu'à avoir mal à la gorge. Jusqu'à ne plus avoir de force. Quand j'ai arrêté de crier, la maison est retombée dans un silence de mort. C'était le silence de ma nouvelle réalité. J'étais complètement seule au monde. Le dimanche, jour que nous passions traditionnellement ensemble, j'ai décidé de sortir de chez moi pour la première fois depuis des semaines. Je ne supportais plus de rester entre ces quatre murs, à ruminer ma peine et ma culpabilité. Je suis allée au parc central de la ville, celui où j'emmenais toujours les enfants jouer. Je me suis assise sur un banc et j'ai observé les autres familles profiter de leur dimanche.
Des grands-mères poussant leurs petits-enfants sur la balançoire. Des pères courant après leurs enfants. Des familles pique-niquant sur l'herbe. Tout ce que je ne pouvais plus avoir. C'est là que j'ai vu une scène qui m'a définitivement brisé le cœur. De l'autre côté du parc, près de l'aire de jeu, il y avait Rémi avec les enfants. Pierre sur le toboggan. Annalou dans les petites maisons de poupées. Mon premier instinct a été de courir vers eux. De serrer mes petits-enfants dans mes bras. D'apaiser ce manque terrible. Mais je me suis souvenu de la menace de l'avocat. Si je m'approchais, il pourrait me poursuivre en justice. Je suis resté là. À 50 mètres de distance. À les regarder jouer comme si j'assistais à un film. Assez près pour les voir. Assez loin pour ne pas les déranger. Annalou est tombée et s'est mise à pleurer. Mon cœur s'est serré. Mon instinct de grand-mère hurlait de courir vers elle. De la prendre dans mes bras. De faire un bisou sur son bobo. Mais je ne pouvais pas. Il m'était interdit de consoler ma propre petite fille quand elle se faisait mal. Rémi l'a prise dans ses bras. A essuyé ses larmes. Lui a essuyé ses larmes. Lui a fait un bisou. Des gestes que j'aurais fait naturellement. Mais qui m'étaient désormais interdits. À un moment donné, Pierre a tourné la tête dans ma direction. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. Il a semblé me reconnaître. Il a commencé à agiter la main en souriant. Mais son père a suivi son regard et m'a vu. L'expression sur le visage de Rémi a complètement changé. Il est devenu rouge de colère. Il a attrapé les deux enfants à la hâte et a quitté le parc presque en courant. Comme si j'étais une menace réelle. Pierre regardait par-dessus l'épaule de son père. L'air confus. Pendant qu'on l'emmenait loin de moi. J'ai pleuré là. Sur le banc du parc. Devant tout le monde. Je me fichais de qui pouvait me voir. J'avais touché le fond. J'étais traitée comme une criminelle par ma propre famille. Interdite d'aimer mes petits-enfants. Menacée de poursuites judiciaires. Une dame âgée s'est approchée de moi. Ma petite dame. Tout va bien? Je peux vous aider en quelque chose? Je l'ai regardée à travers mes larmes. C'était une inconnue. Et elle était plus gentille avec moi que ma propre famille. Non. Merci. C'est juste. C'est juste que j'ai perdu ma famille. Oh. Ma pauvre. Je suis désolée. La mort est toujours si difficile. Non. Les jeux interrompus. Ils ne sont pas morts. Ils m'ont juste mise dehors. La dame est restée sans voix. Comment expliquer à une étrangère que mes propres enfants m'avaient bannie comme si j'étais une malade mentale? Je suis rentrée chez moi en marchant lentement. Chaque pas me faisant mal. Comme si je marchais sur des éclats de verre. Quand je suis arrivée, la maison était plongée dans le même silence de tombeau que d'habitude. J'ai regardé les photos sur l'étagère. Tout avec mes enfants et petits-enfants souriants. Des photos d'anniversaire. De Noël. De barbecue en famille. Des moments heureux qui semblaient maintenant être des mensonges. Comment un si grand amour avait-il pu se transformer en haine du jour au lendemain? J'ai pris une des photos. Une où je tiens les deux petits-enfants dans mes bras. Tous souriants. Et j'ai commencé à lui parler. Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Dis-le-moi. S'il te plaît. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Mais la photo. Évidemment. N'a pas répondu. Et je restais sans réponse. Sans explication. Sans espoir. Cette nuit-là. Allongée dans mon lit. J'ai eu la certitude d'avoir atteint ma limite. Je ne pouvais plus vivre avec cette douleur. La solitude me tuait de l'intérieur. Chaque jour qui passait était une agonie. J'ai pensé que ce serait si simple de ne pas me réveiller le lendemain.
Quel soulagement ce serait de ne plus sentir cette douleur dans la poitrine. Cette sensation d'être poignardé à chaque respiration. Mais ensuite, je me suis souvenu de mes petits-enfants. Si j'abandonnais, ils grandiraient en pensant que leur mamie les avait abandonnés. Que je ne les aimais pas assez pour me battre pour eux. Je ne pouvais pas leur faire ça. Même si je ne pouvais plus jamais les voir. Je ne pouvais pas les laisser avec cette blessure. Alors, j'ai prié pour la première fois depuis des semaines. J'ai vraiment prié. Mon Dieu, s'il y a une justice en ce monde, aidez-moi. Parce que je n'en peux plus. Donnez-moi la force de continuer ou prenez-moi. Mais ne me laissez pas dans cet entre-deux. À mourir un peu plus chaque jour. Et c'est dans cette prière désespérée, dans ce moment de reddition totale, que quelque chose en moi a commencé à changer. Pas encore de l'espoir, mais une petite graine de résistance. Parce que même au fond du gouffre, même brisée et humiliée, j'étais encore une mère. J'étais encore une grand-mère. Et les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Même quand leurs enfants les abandonnent. Je ne savais pas encore que la vie préparait un retournement de situation qui allait tout changer. Que la vérité. Cette chose têtue qui finit toujours par refaire surface. Était plus proche que je ne l'imaginais. La vie a de ces ironies cruelles. Parfois, la vérité qui va tout changer apparaît au moment le plus inattendu. De la manière la plus anodine. Et c'est exactement ce qui s'est produit un mardi matin. Près d'un mois après ce maudit message vocal qui avait détruit ma vie. J'étais dans le jardin en train d'étendre le linge. L'une des rares activités qui me donnait encore un semblant de but. C'est alors que j'ai entendu des voix de l'autre côté du mur. C'était ma voisine, Madame Dubois, qui discutait avec quelqu'un à son portail. Normalement, je n'aurais pas prêté attention. Mais une phrase m'a fait tout arrêter. Pauvre Roseline. Je ne sais pas comment cette famille a le courage de la traiter comme ça après tout ce qu'elle a fait pour eux. Mon cœur s'est emballé. Je me suis approchée du mur pour mieux entendre. C'est vrai? A répondu l'autre voix. Que j'ai reconnue comme étant celle de Madame Leclerc? Qui habitait un peu plus haut dans la rue. Ma nièce travaille à la banque où son fils a remboursé cette énorme dette. Elle a dit que quand il est arrivé, il était désespéré. En sueur. Il disait que s'il ne payait pas ce jour-là, il irait en prison. En prison? La voix de Madame Dubois était pleine de surprise. Oui. Ma chère. Une dette auprès d'usurier? Une sale affaire. Ma nièce a dit qu'elle n'avait jamais vu un homme aussi terrifié. Et quand il a appris que sa mère allait tout payer, il a pleuré comme un enfant. Devant tout le monde. J'ai senti mes jambes devenir faibles. De quelle dette s'agissait-il? Quand cela s'était-il passé? Mais ça remonte à quand? Cette histoire? Oh. Ça doit faire environ 2 ans. Juste après que sa femme a eu le deuxième bébé. Ma nièce s'en souvient parce que c'était une somme très importante. Plus de 50 000 euros. 50 000 euros. Mon Dieu. Et Roseline n'a jamais rien dit à personne. Pas que je sache. Non. Vous la connaissez? N'est-ce pas? Elle a toujours été du genre à régler ses problèmes en silence. Mais ma nièce a dit qu'elle est arrivée à la banque avec le visage tout gonflé d'avoir pleuré. Tremblante. Elle a dû vendre je ne sais combien de choses pour réunir l'argent. Des souvenirs ont commencé à se former dans ma tête comme les pièces d'un puzzle. Il y a 2 ans, juste après la naissance d'Analou, Rémi avait disparu pendant quelques jours. Il avait dit qu'il était parti régler des problèmes de travail dans une autre ville. Il était revenu différent. Silencieux. Abattu. Et moi? Je me souviens avoir vendu des choses. En effet.
Le réfrigérateur neuf. La cuisinière que je venais d'acheter. Et même quelques bijoux de ma mère que je gardais depuis des années. À l'époque, j'avais inventé aux voisins que je faisais un grand ménage, que je voulais simplifier ma vie. Mais la vérité était tout autre. Rémi m'avait appelé, désespéré, pleurant au téléphone. Il disait qu'il s'était mis dans une très mauvaise situation et que seul moi pouvais l'aider. Que si je ne l'aidais pas, il irait en prison et que les enfants grandiraient sans père. Maman, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais je n'ai personne d'autre. Tu es la seule personne au monde en qui je peux avoir confiance. Et moi? Comme toujours. Je n'avais pas hésité une seconde. J'ai vendu tout ce qui avait de la valeur. J'ai fait un emprunt. Je me suis endettée jusqu'au cou pour sauver mon fils. 53 000 €. Pour être exact. Presque 2 ans de ma retraite. Et le pire, continuait Madame Leclerc, c'est que d'après ce que ma nièce a entendu, ce n'était pas la première fois. Il paraît qu'elle l'avait déjà aidé plusieurs fois auparavant. C'était vrai. 3 ans plus tôt, c'était 20 000 € pour régler des dettes de carte de crédit qu'il avait cachées à sa femme. 5 ans en arrière, 15 000 pour payer un avocat après une altercation sur la route qui avait failli tourner en procès. Toujours la même histoire. Toujours le même appel désespéré. Toujours la même demande de ne rien dire à personne. Surtout pas à ses frères et sœurs. Maman. Tu sais comment sont Marc et Christine. Ils vont me juger. Dire que je suis irresponsable. Et Sophie. Si elle apprend ça, elle mettra fin à notre mariage. Et j'acceptais toujours. Je gardais toujours le secret. Je protégeais toujours mon fils. Même si cela signifiait me sacrifier en silence. À ce que je sais. Reprenait Madame Dubois. Elle l'a aidé toute sa vie. Elle lui a payé des formations. L'apport pour sa maison. Même l'avocat quand il s'est mis dans le pétrin. Et maintenant? Ce salaud la met dehors comme si elle était une criminelle? Il y a des enfants qui n'ont vraiment aucune honte? Répondit Madame Leclerc avec indignation. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent que c'est elle qui se mêlait trop de leur vie. Qui critiquait sa belle-fille. Critiquer? N'importe quoi. C'est cette Sophie qui n'est pas nette. Ma cousine travaille dans le salon de coiffure qu'elle fréquente. Elle dit qu'elle passe son temps à dire du mal de sa belle-mère? À inventer des histoires. Elle dit que Roselyne est contrôlante? Qu'elle ne la laisse pas élever ses enfants en paix. J'ai senti mon sang bouillir dans mes veines. Et ce n'est pas tout. Poursuivit Madame Leclerc. Ma cousine l'a entendu dire à son mari que s'ils arrivaient à éloigner sa belle-mère, il pourrait demander de l'argent au père de Sophie. Qui a plus de moyens que Roselyne. De toute façon, avait déjà donné tout ce qu'elle avait. Les pièces du puzzle se sont assemblées d'un coup. Sophie avait tout manigancé. Elle voulait m'écarter. Non pas parce que j'étais une belle-mère envahissante, mais parce que j'étais un obstacle à ses projets. Tant que je serais présente, il ne pourrait pas manipuler la situation pour demander de l'argent à son père. Mon Dieu! Ai-je murmuré, sentant un mélange de douleur et de rage. Et le pire de tout, dit Madame Dubois en baissant la voix. Mais je pouvais encore l'entendre. C'est que maintenant, il raconte partout qu'elle a des problèmes mentaux, qu'elle devient sénile. Sa belle-fille a raconté au supermarché que Roselyne avait des épisodes, et que c'est pour ça qu'ils ont dû l'éloigner des enfants. Des épisodes. Des problèmes mentaux. Séniles. Ils étaient en train de détruire ma réputation dans toute la ville, en inventant que je souffrais de démence pour justifier le traitement cruel qu'ils m'infligeaient. Eh bien, écoutez, répondit Madame Leclerc,
Je connais Roselyne depuis plus de 20 ans. Cette femme est aussi lucide que vous et moi. Le problème mental? C'est plutôt ce fils ingrat qui n'a aucune honte à traiter sa propre mère de cette façon. Je suis rentrée en courant à l'intérieur de la maison, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai commencé à rassembler toutes les informations que je venais de découvrir. Sophie avait tout planifié. Elle avait convaincu Rémi que j'étais un problème, que je perturbais l'harmonie familiale. Elle avait inventé des histoires sur moi, disant que j'étais intrusive, critique, contrôlante. Et maintenant, elle répandait des mensonges sur ma santé mentale pour que personne ne remette en question leurs décisions. Tout ça pour me mettre hors jeu et leur ouvrir la voie pour demander de l'argent à son père. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais été intrusive. Je faisais seulement ce que toute grand-mère aimante fait. Je m'inquiétais pour mes petits-enfants. Je donnais des conseils quand je pensais que c'était nécessaire. J'offrais mon aide quand je voyais qu'ils en avaient besoin. Et, plus important encore, j'avais sauvé mon fils de la prison au moins 3 fois. En dépensant plus de 80 000 € au fil des ans. De l'argent qu'il ne m'a jamais remboursé. Jamais même mentionné. Jamais remercié publiquement. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à ma garde-robe. Au fond, dans une vieille boîte, je gardais tous les justificatifs importants de ma vie. Des reçus, des contrats, des documents. C'était une habitude que j'avais apprise de ma mère. Garde toujours les papiers, ma fille. Parce que la vie pourrait en avoir besoin comme preuve plus tard. J'ai commencé à chercher et j'ai tout retrouvé. Le justificatif de la vente du réfrigérateur. Le reçu de la vente des bijoux. Le contrat de l'emprunt que j'avais fait à la banque pour compléter la somme. Les virements bancaires sur le compte de Rémi. Tout était daté. Tout était prouvé. Tout était documenté. J'ai aussi retrouvé quelque chose que j'avais complètement oublié. Un enregistrement. Il y a 2 ans. Quand Rémi m'avait appelé. Désespéré. Mon téléphone avait un problème et avait automatiquement enregistré l'appel. À l'époque, j'avais pensé à l'effacer. Mais j'avais fini par oublier. J'ai lancé la lecture de l'enregistrement avec les mains tremblantes. La voix de mon fils est sortie du haut-parleur. En pleurs. Désespéré. Maman. J'ai besoin de ton aide. Je me suis mis dans une très sale histoire. C'est 53 000 €. Si je ne paie pas d'ici vendredi. Ils vont me faire du mal. Et Sophie ne doit rien savoir de tout ça. Pour l'amour de Dieu, tu es la seule personne au monde qui peut me sauver. Je sais que c'est beaucoup d'argent. Mais je te promets que dès que ma situation s'améliorera, je te rembourserai tout. Et ma propre voix qui répondait, calme-toi. Mon fils. Maman va trouver une solution. Maman trouve toujours une solution? Tu le sais. Promets-moi juste que tu ne te mettras plus dans des situations pareilles. Je te le promets. Maman. Je le promets. Et je n'oublierai jamais ça. Tu me sauves la vie. Des larmes coulaient sur mon visage. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une rage sainte. Une juste indignation. Je n'oublierai jamais ça. Avait-il dit. Et 2 ans plus tard, il m'expulsait de sa vie comme si j'étais un déchet. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie vivante à nouveau. Je n'étais plus la femme détruite, confuse, qui ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. J'étais une femme qui venait de découvrir qu'elle avait été victime d'une manipulation cruelle et calculée. Sophie avait tout orchestré. Elle avait convaincu mon fils que j'étais un problème.
Elle avait inventé des histoires sur ma personnalité et répandait maintenant des mensonges sur ma santé mentale. Mais il y avait une chose qu'il ne savait pas. J'avais des preuves. Des preuves de tous les sacrifices que j'avais faits. Des preuves de toutes les fois où j'avais sauvé mon fils. Des preuves que je n'avais jamais été le problème. J'avais toujours été la solution. Et plus important encore, j'avais un enregistrement où Rémi lui-même admettait que je lui avais sauvé la vie. Pour la première fois en un mois. J'ai souri. Pas un sourire joyeux, mais le sourire de quelqu'un qui vient de trouver les armes pour une guerre qu'il ne savait même pas qu'il menait. La vérité avait éclaté au grand jour, comme elle le fait toujours. Et maintenant, c'était à mon tour d'utiliser cette vérité à mon avantage. Parce que s'il pensait pouvoir me détruire impunément, il se trompait lourdement. J'étais Roseline, 65 ans. Une femme qui avait élevé seule 3 enfants, qui avait surmonté 1000 difficultés dans la vie. Et ce n'était pas une belle fille manipulatrice et un fils ingrat qui allait me briser. La guerre ne faisait que commencer. L'opportunité parfaite pour que justice soit faite est arrivée d'une manière que je n'aurais jamais pu planifier. C'était un samedi. Le jour de l'anniversaire des 6 ans de Pierre. Mon petit-fils est né. Évidemment, je n'étais pas invitée. Mais la vie, cette dame ironique, avait d'autres plans. J'étais au supermarché en train de faire quelques courses quand j'ai entendu la conversation de Sophie avec sa mère, Madame Martin, dans la file d'accent grave côté. Elles achetaient les derniers articles pour la fête et parlaient un peu trop fort. Comme si le monde entier devait connaître les détails. Heureusement qu'on a réussi à éloigner cette vieille fouineuse, disait Sophie en jetant des paquets de chips dans son chariot. Maintenant, on peut enfin élever nos enfants en paix. Tu as bien fait, ma chérie, répondait sa mère. Les belles-mères comme ça, c'est une véritable plaie. Et heureusement que Rémi a ouvert les yeux et a vu à quel point elle était contrôlante. Ma main a serré avec force la poignée de mon panier. Contrôlante. Moi, qui avais toujours respecté chacune de leurs décisions. Ce qui me rassure le plus, continua Sophie, c'est de savoir que maintenant, si on a besoin de quelque chose, on peut compter sur papa. On ne dépendra plus de ses sautes d'humeur. Bien sûr, ma chérie. Ton père est là pour aider. Surtout maintenant que vous vous êtes débarrassé de ce poids mort. Poids mort ? C'est ainsi qu'elle parlait de moi. Mais ce qui m'a vraiment fait voir rouge, c'est la phrase suivante de Sophie. Et le meilleur, c'est que personne ne remet notre décision en question. Tout le monde dans la famille sait qu'elle devenait sénile de toute façon. Ces épisodes d'agressivité, les choses étranges qu'elle disait. Oui, ma chérie. Les problèmes mentaux chez les personnes âgées. C'est compliqué. Vous avez bien fait de protéger les enfants. C'en était assez. J'avais entendu tout ce qu'il fallait. J'ai respiré profondément. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule et je me suis approchée d'elle d'un pas ferme. Excusez-moi. Ai-je dit d'une voix assez forte pour que les autres personnes dans la file puissent entendre. Vous parlez de moi ? Le visage de Sophie est devenu blanc comme un linge. Sa mère a dégluti difficilement. Roseline. Nous étions juste en train de... Vous étiez en train d'inventer que j'ai des problèmes mentaux. Les jeux interrompus. Encore plus fort. Que j'ai des épisodes d'agressivité ? Les gens autour ont commencé à s'arrêter pour écouter. La file d'attente du supermarché s'est transformée en un petit théâtre. Et j'étais la protagoniste qui montait enfin sur scène. Écoutez. Madame. Ce n'est pas du tout ça. A tenté de se justifier Madame Martin. Ce n'est pas ça ? Ai-je répété en sortant mon téléphone de mon sac. Alors ça ne vous dérangera pas que je montre à tout le monde ici ce qui s'est vraiment passé ?
N'est-ce pas? Le visage de Sophie est devenu encore plus pâle. Roseline? Vous faites une scène. Je fais une scène? Ai-je crié. Et maintenant? Tout le supermarché prêtait attention. Vous inventez des mensonges sur moi. Vous me diffamez dans toute la ville. Vous m'interdisez de voir mes petits-enfants. Et c'est moi qui fais une scène? Une petite foule s'était formée autour de nous. J'ai reconnu plusieurs visages familiers, des voisins, des commerçants, des gens qui me connaissaient depuis des années. Mesdames et messieurs, ai-je dit à la foule d'une voix ferme et claire? Voici ma belle-fille. Sophie. Elle et mon fils m'ont exclu de la famille il y a un mois. En disant que j'étais une grand-mère intrusive et contrôlante. Des murmures d'indignation ont commencé à s'élever de mon public improvisé. Mais ce que vous ne savez pas, ai-je continué en levant mon téléphone, c'est que j'ai ici l'enregistrement d'un appel que mon fils m'a passé il y a 2 ans. Il était désespéré. Il me suppliait de le sauver d'une dette auprès d'usuriers. 53 000 € que j'ai payés en vendant tout ce que j'avais. Les murmures se sont transformés en exclamations de surprise. Roseline? S'il vous plaît. A imploré Sophie en essayant de reculer. S'il te plaît. Quoi? S'il te plaît. Que je continue à me taire pendant que vous détruisez ma réputation? Ai-je rétorqué en appuyant sur le bouton de lecture de mon téléphone. La voix désespérée de Rémi a résonné dans tout le supermarché. Maman. J'ai besoin de ton aide. Je me suis mis dans une très sale histoire. C'est 53 000 €. Si je ne paie pas d'ici vendredi. Ils vont me faire du mal. Et Sophie ne doit rien savoir de tout ça. Pour l'amour de Dieu, tu es la seule personne au monde qui peut me sauver. Le silence dans le supermarché était glacial. Tout le monde était bouche bée. Et ce n'est pas tout. Ai-je continué en sortant les documents de mon sac. Voici tous les justificatifs. La vente du réfrigérateur. De la cuisinière. Des bijoux de ma mère. Tout pour sauver mon fils de la prison. Madame Leclerc, qui se trouvait dans la foule, s'est manifestée. Je le savais. J'avais dit à Madame Dubois que cette histoire de belle-mère intrusive était un mensonge. Et ce n'est pas la seule fois. Ai-je ajouté. Ma voix devenant de plus en plus forte. Au fil des ans, j'ai dépensé plus de 80 000 € pour sortir mon fils du pétrin. Toujours en secret. Toujours sans rien demander en retour. Toujours en le protégeant de la honte. Sophie a tenté une dernière fois. Roseline. Parlons-en en privé. En privé? Ai-je explosé? Comme vous l'avez fait quand vous avez répandu dans toute la ville que je souffrais de démence? Comme vous l'avez fait quand vous avez engagé un avocat pour me menacer? Comme vous l'avez fait quand vous avez installé une caméra chez vous pour me surveiller comme si j'étais une criminelle? Des hoquets de stupeur ont parcouru la foule. Une caméra? A demandé quelqu'un. Oui. Ils ont installé une caméra de sécurité pour me surveiller et ont engagé un avocat pour me menacer d'une ordonnance restrictive si j'essayais de voir mes propres petits-enfants. L'indignation des gens était palpable. Des commentaires comme « quel culot » et « ça ne se fait pas » fusaient de toutes parts. Mais je n'avais pas encore fini. Et vous savez quel a été mon crime? Ai-je demandé à la foule. Quelle a été la chose terrible que j'ai faite pour mériter ce traitement? Silence total. J'ai dit à ma belle-fille que ma petite-fille était un peu mince et qu'il serait peut-être bon de lui donner plus de vitamines. Et j'ai fait remarquer que mon petit-fils pourrait aller chez le dentiste parce qu'il était en âge de changer ses dents. Des murmures de « c'est tout » ont surgi du public. C'est tout. Ai-je confirmé. Des conseils normaux d'une grand-mère inquiète sont devenus de l'ingérence et du contrôle. Mais la vérité est tout autre. J'ai regardé droit dans les yeux de Sophie, qui avait les larmes aux yeux de honte.
La vérité, c'est que vous vouliez me mettre hors jeu pour pouvoir demander de l'argent à ton père. Tant que j'étais là, vous ne pouviez pas manipuler la situation. Madame Martin a essayé de défendre sa fille. Ce n'est pas vrai. Ah non? Ai-je rétorqué. Alors pourquoi? Il y a 5 minutes? Vous étiez en train de vous réjouir de pouvoir compter sur papa maintenant que vous vous étiez débarrassé du poids mort? Le visage de Madame Martin est devenu rouge de honte. J'ai tout entendu? Ai-je continué? Vous parliez de moi comme d'un poids mort? Vous célébriez le fait de vous être débarrassé de moi. La foule était clairement de mon côté. Des commentaires de soutien venaient de toutes parts. Quelle honte de traiter sa propre mère comme ça. Après tout ce qu'elle a fait. C'est alors que Madame Perrin, l'amie de la mère de Sophie, est apparue dans la foule. Sophie. Que se passe-t-il ici? Demande-lui. Ai-je répondu avant que Sophie ne puisse parler. Demande à ton amie pourquoi elle a inventé que j'avais des problèmes mentaux. Pourquoi elle a répandu dans toute la ville que j'étais une belle-mère contrôlante. Madame Perrin a regardé Sophie avec un air stupéfait. Tu as dit que Roseline souffrait de démence? Qu'elle avait des épisodes. De la démence? Ai-je crié. Je suis ici. Lucide. Avec tous mes documents organisés. Avec des preuves de tout ce que je dis. Est-ce que ça ressemble à de la démence? Madame Perrin a secoué la tête. Clairement gênée d'avoir cru à ce mensonge. Et il y a une chose que vous ne savez pas. Ai-je continué en regardant Sophie avec un mélange de douleur et de colère. Dimanche dernier, je suis allée à l'école pour prendre des nouvelles de ma petite fille. Vous savez ce que la maîtresse m'a dit? Silence attentif. Que Annalou pleure tous les jours en demandant pourquoi sa mamie est partie. Qu'elle ne comprend pas pourquoi je ne viens plus faire de gâteau avec elle. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mais ma voix est restée ferme. Vous utilisez mes petits-enfants comme une arme contre moi. Vous faites souffrir des enfants de 4 et 6 ans pour nourrir votre vanité et votre cupidité. La foule était visiblement émue. Plusieurs femmes avaient les larmes aux yeux. C'est inhumain, a crié quelqu'un dans le public. C'est lâche d'utiliser des enfants de cette façon, a dit un autre. Sophie pleurait maintenant ouvertement, essayant de se cacher derrière sa mère. Et vous savez ce qui est le plus drôle? Ai-je continué? Ma voix prenant un ton ironique. Vous m'accusez d'être contrôlante? Mais qui a engagé un avocat pour me contrôler? Qui a installé une caméra pour me surveiller? Qui a inventé une maladie mentale pour me discréditer? La logique était imparable et la foule murmurait son accord. Vous avez fait exactement ce dont vous m'accusiez. C'est vous qui êtes contrôlant. C'est vous qui êtes manipulateur. C'est à ce moment-là que Rémi est arrivé. Quelqu'un dans la foule l'avait appelé pour lui raconter ce qui se passait. Il est arrivé en courant. En sueur. Désespéré. Maman. Qu'est-ce qui se passe ici? La foule s'est tournée vers lui comme un tribunal. Des dizaines de pères Dieu accusateurs se sont fixés sur lui. Ce qui se passe? Ai-je répété sa question? La vérité se passe. Mon fils. La vérité que vous avez tant essayé de cacher. J'ai de nouveau levé mon téléphone. Tu veux que je fasse écouter à tout le monde l'enregistrement où tu me supplies de te sauver de la prison? Son visage est devenu livide. Maman. Non. Non. Quoi? Que tout le monde ne sache pas que ta mère, sénile et contrôlante, t'a sauvé de la prison 3 fois? Qu'elle a dépensé toute sa retraite pour protéger ta famille? Il a regardé autour de lui. Voyant la foule de visages connus. Des voisins. Des amis. Des commerçants. Des gens qui le connaissaient depuis qu'il était petit. Maman. Parlons-en à la maison.
À la maison? Ai-je ri amèrement. Quelle maison? Tu m'as interdit de venir chez toi. Tu as installé une caméra pour me surveiller. Tu as engagé un avocat pour me menacer. La foule a commencé à murmurer des commentaires indignés directement à son attention. Quelle honte! Rémi. Ta mère ne méritait pas ça. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Il est devenu rouge de honte, regardant le sol. Et maintenant? Lui ai-je demandé? Ma voix résonnant dans tout le supermarché. Maintenant que tout le monde connaît la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à me traiter comme une criminelle? Tu vas continuer à interdire à mes petits-enfants de me voir? Il ne pouvait pas répondre. Il est juste resté là. Humilié publiquement. Exactement comme j'avais été humilié en privé. Madame Leclerc s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. Roseline, vous êtes une femme courageuse. Vous ne méritiez pas de vivre ça. D'autres personnes de la foule ont commencé à me saluer, à me soutenir, à critiquer l'attitude de mon fils et de ma belle-fille. Vous devriez avoir honte. A crié quelqu'un à Rémi et Sophie. Votre mère est une sainte? A dit un autre. Fils ingrat. A complété une troisième voix. L'humiliation publique était complète. Qui m'avait fait honte en secret, était maintenant couvert de honte publiquement. Et contrairement à moi, qui ne savait pas pourquoi j'étais puni, ils savaient exactement pourquoi ils souffraient. Pour les mensonges qu'ils avaient inventés. Pour les injustices qu'ils avaient commises. Pour la cruauté dont ils avaient fait preuve. Quand je suis finalement sortie du supermarché, j'ai laissé derrière moi un Rémi tête basse, une Sophie en larmes et une Madame Martin penaude. Et j'ai emporté avec moi quelque chose que je n'avais pas eu depuis des semaines, ma dignité restaurée. La vérité avait enfin éclaté au grand jour. Et comme toujours, quand la vérité apparaît, les menteurs se retrouvent sans argument, sans excuse, sans défense. La justice avait été rendue. Publique. Dramatique et définitive. Les 3 mois qui ont suivi cette journée au supermarché ont complètement changé le cours de ma vie. Ils m'ont fait découvrir qui j'étais vraiment. Sous des décennies de soumission et de sacrifice. Le premier changement est survenu dès le lendemain de la confrontation. C'était un dimanche matin quand on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu Pierre, mon petit-fils de 6 ans, tenant la main de son père avec une expression triste sur son petit visage. Mamie, a-t-il dit de sa petite voix. Papa a dit que tu étais fâché contre moi. C'est vrai? Mon cœur s'est serré. Je me suis agenouillée à sa hauteur et j'ai pris son visage entre mes mains. Jamais. Mon amour. Mamie ne pourrait jamais être fâchée contre toi. Mamie t'aime plus que tout au monde. Alors pourquoi tu n'es plus venu à la maison? J'ai regardé Rémi par-dessus la tête du petit. Il avait la tête baissée. Visiblement gêné. Parce que parfois, les adultes font des bêtises. Mon chéri. Mais maintenant, Mamie est là et elle ne disparaîtra plus. C'est à ce moment-là que Rémi a finalement parlé. La voix rauque de honte. Maman. Je suis venue m'excuser. Je me suis relevée lentement, tenant toujours la petite main de Pierre. Pourquoi? Mon fils? Pour m'avoir traité comme un déchet? Pour avoir inventé que j'étais folle? Pour m'avoir interdit de voir mes petits-enfants? Il a dégluti difficilement. Pour tout. J'ai été un idiot. Sophie. Elle m'a convaincu que tu étais trop critique. Trop contrôlante. Elle a dit que c'était mieux qu'on prenne nos distances. Et tu l'as cru? Elle. Au lieu de venir me parler. Je l'ai cru. Et c'était la plus grosse erreur de ma vie.
Je l'ai regardé pendant un long moment. Mon fils, que j'avais tant aimé et protégé, était là. Humilié. Demandant pardon. Rémi. Ai-je dit finalement. Je te pardonne. Parce que je suis ta mère. Et les mères pardonnent. Mais les choses ne seront plus jamais comme avant. Il a froncé les sourcils. Comment ça? Vous m'avez fait découvrir quelque chose de très important sur moi-même. J'ai passé toute ma vie à me sacrifier. À m'effacer. À accepter n'importe quel traitement pourvu que vous soyez heureux. Mais c'est fini. Je suis rentré dans la maison et ils m'ont suivi. Pierre a couru dans le jardin. Heureux d'être de retour sur le territoire de sa grand-mère. Assieds-toi. Ai-je dit à Rémi en désignant le canapé. On va avoir une conversation d'adulte à adulte. Il s'est assis. Clairement nerveux. Mon fils. Tu me dois 83 000 euros. Son visage a blêmi. Maman. Je ne te réclame pas cet argent pour t'humilier. Je te le réclame parce que j'ai appris que l'amour ne se démontre pas par la soumission financière. Tu vas me rembourser. Même si ce n'est que 50 euros par mois pour le reste de ta vie. Il a hoché la tête rapidement. Et ce n'est pas tout. Je verrai mes petits-enfants quand je le voudrai. Et comme je le voudrais. Si je pense qu'ils ont besoin de vitamines. Je le dirai. Si je pense qu'ils doivent aller chez le médecin. Je le suggérerai. Parce que je suis leur grand-mère. Et une grand-mère digne de ce nom s'inquiète. Mais maman. Sophie. Sophie devra s'y faire. Les jeux interrompus. C'est elle qui a créé cette situation. C'est à elle de s'adapter à la nouvelle réalité. C'est alors qu'Analou est arrivée en courant du jardin. Criant, Mamie. Et sautant dans mes bras. J'ai serré ma petite fille avec force. Sentant cette odeur d'enfant qui m'avait tant manqué. Mamie. Tu es revenue. Je savais que tu allais revenir. Oui. Mon amour. Je suis revenue. Et je ne repartirai plus jamais. Mais le changement le plus important ne concernait pas ma famille. Mais moi-même. Une semaine après l'épisode du supermarché. Madame Dubois. Ma voisine. Est venue frapper à ma porte. Roseline. Il faut que je vous présente quelqu'un. C'était Maître Maria Fernandez. Une avocate spécialisée dans les droits des personnes âgées. Qui avait entendu parler de mon histoire. Madame Roseline. M'a-t-elle dit. Vous avez subi des violences psychologiques familiales. Cela a un nom. Il y a une loi. Et il y a des sanctions. Des violences psychologiques? Oui. Isolement social? Diffamation? Chantage émotionnel en utilisant les petits-enfants. Tout cela constitue un délit envers une personne âgée. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Pour moi, ce n'était qu'une famille dysfonctionnelle. Pour la loi, c'était un crime. Vous voulez porter plainte? M'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un instant. Poursuivre mon propre fils? Je ne veux pas le poursuivre en justice. Mais je veux que cela soit documenté. Au cas où il essaierait de recommencer. Avec moi ou avec une autre personne âgée. Et c'est ainsi que mon histoire est devenue un dossier officiel. Non pas pour détruire mon fils. Mais pour protéger d'autres aînés qui pourraient vivre ce que j'ai vécu. L'avocate m'a aussi aidé sur un autre point, mes droits. Saviez-vous que vous avez droit à une pension alimentaire de la part de vos enfants? Comment ça? Les enfants ont l'obligation légale de subvenir aux besoins de leurs parents âgés lorsque cela est nécessaire. Surtout si l'on considère tout ce que vous avez dépensé pour eux au fil des ans. Ce fut une révélation de découvrir que je n'étais pas seulement une mère trop généreuse, mais une créancière avec des droits légaux.
Mais la transformation la plus profonde s'est produite lorsque j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, vivre pour moi. J'ai pris une partie de l'argent que j'avais mis de côté pour les urgences et j'ai fait un voyage. Seul. À 65 ans. Pour la première fois de ma vie. J'ai voyagé pour le plaisir. Pas par obligation. Je suis allée à Nice. J'ai séjourné dans une charmante petite auberge. Je me suis promenée sur la promenade des Anglais. J'ai mangé des fruits de mer. J'ai parlé avec des gens intéressants. J'ai découvert que j'étais aussi une personne intéressante. Quand je n'étais pas constamment rabaissée. Quand je suis rentrée, j'étais différente. Plus ferme. Plus sûre de moi. Plus consciente de ma propre valeur. Rémi a immédiatement remarqué la différence. Maman. Tu as changé. Oui. Mon fils. J'ai découvert qui je suis quand je ne me sacrifie pas pour vous 24 heures sur 24. Il a été un peu gêné par mon commentaire. Mais c'était la vérité. J'avais passé des décennies à n'être que mère, belle-mère, grand-mère. Jamais seulement Roseline. Les conséquences pour chacun des protagonistes de mon humiliation sont apparues naturellement. Comme cela arrive toujours quand la vérité éclate. Sophie est devenue persona non grata en ville. Ses amis du salon de coiffure ont commencé à la traiter avec froideur. Au marché, les gens lui lançaient des regards noirs. Aux réunions de l'école des enfants, elle était regardée avec mépris. Comment peut-on traiter sa belle-mère de cette façon? Entendait-on chuchoter. Elle a tenté de se rapprocher de moi à quelques reprises avec des excuses embarrassées. Mais je n'étais pas intéressée par son amitié forcée. J'acceptais sa présence pour le bien des enfants. Mais notre relation ne serait plus jamais la même. Rémi a commencé à me verser 50 € par mois. Religieusement. C'était peu. Mais c'était le principe qui comptait. Et plus important encore, c'était la reconnaissance qu'il me devait quelque chose. Que notre relation n'était pas à sens unique. Il a également changé sa façon de me traiter. Ce n'était plus le fils qui m'ignorait ou me manquait de respect. Il était respectueux, attentionné, parfois même un peu trop soumis. Ce qui me faisait rire. Car la vie a de ses ironies. Mes autres enfants, Marc et Christine, ont également changé. Ils ont réalisé qu'ils avaient été lâches en m'abandonnant dans un moment difficile et ont commencé à me donner plus d'attention. Plus d'affection. Maman. On a vraiment eu tort? A admis Christine lors d'un déjeuner dominical. On aurait dû te défendre dès le premier jour. Oui. Vous avez eu tort? Ai-je convenu sans mâcher mes mots? Mais maintenant? Vous savez que je n'accepterai plus d'être traité comme un paillasson. Le plus beau changement. Cependant, a été avec mes petits-enfants. Pierre, qui avait maintenant presque 7 ans, a commencé à me voir différemment. Non plus comme la grand-mère soumise qui était d'accord avec tout. Mais comme une personne forte qui savait se défendre. Mamie, m'a-t-il dit un jour, tu es courageuse comme les super-héros. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu t'es battue contre les méchants et tu as gagné. La sagesse des enfants est parfois effrayante. Anna Lou, maintenant âgée de presque 5 ans, était simplement heureuse d'avoir retrouvé sa grand-mère. Pour elle, l'important était que je sois là pour faire des gâteaux, raconter des histoires et la prendre dans mes bras quand elle en avait besoin. 6 mois après l'épisode du supermarché, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de la chaîne de télévision locale. Madame Roseline, nous avons entendu parler de votre histoire par Maître Fernandez. Accepteriez-vous de donner une interview sur les droits des personnes âgées? Et c'est ainsi que mon histoire a fait la une des journaux de la région. Une retraitée démasque sa famille ingrate et retrouve sa dignité.
titrait un article. Les répercussions ont été incroyables. Des dizaines d'autres personnes âgées m'ont contacté pour me raconter des histoires similaires. Des cas d'enfants qui exploitaient financièrement leurs parents. De belles filles qui maltraitaient leur belle-mère. De familles qui abandonnaient des aînés devenus gênants. J'ai réalisé que mon expérience n'était pas unique. Elle était, malheureusement, très courante. J'ai commencé à participer à des groupes de soutien, à des conférences, à des rencontres. Je suis devenue une sorte de porte-parole pour les personnes âgées maltraitées par leur propre famille. La famille n'est pas sacrée quand elle est toxique, disais-je lors de mes interventions. L'amour-propre est aussi sacré. La dignité est aussi sacrée. 1 an plus tard, ma vie était complètement transformée. Je n'étais plus la Roseline soumise, qui se sacrifiait en silence. J'étais la Roseline émancipée, qui connaissait sa valeur et exigeait d'être respectée. Ma maison n'était plus l'endroit où j'attendais les miettes d'attention de ma famille. C'était mon sanctuaire, où je recevais ceux qui me traitaient bien et d'où j'expulsais ceux qui me manquaient de respect. Mon agenda n'était plus vide, attendant d'être rempli par les autres. Il était plein d'activités que je choisissais, des cours de danse, un club de lecture, du bénévolat, des voyages. Et ma famille ? Eh bien, elle a appris à me respecter. Non pas par peur, mais par une reconnaissance sincère de ma valeur. Rémi n'a plus jamais osé me manquer de respect. Sophie a appris à mesurer ses paroles quand elle s'adressait à moi. Mes autres enfants sont devenus plus présents et plus affectueux. Mais le plus important, c'est que j'ai appris que je n'ai besoin de personne pour être heureuse. Que je peux aimer ma famille sans m'annuler moi-même. Que je peux être généreuse sans être un paillasson. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens pas de colère envers ceux qui m'ont fait du mal. Je ressens de la gratitude. Parce que c'est à travers la douleur que j'ai découvert ma force. C'est à travers l'humiliation que j'ai trouvé ma dignité. C'est à travers le rejet que j'ai appris à me valoriser. Anna Lou, qui a maintenant 5 ans, m'a dit l'autre jour, « Mamie, tu es devenue plus belle. » Comment ça ? Mon amour ? Tu souris plus. Et quand tu souris, tu es plus belle. C'est vrai. Je souris plus. Parce que j'ai enfin découvert que je mérite de sourire. À toutes les femmes qui vivent des situations similaires, qui se sentent dévalorisées par leur propre famille, qui croient qu'aimer signifie se sacrifier éternellement. Je laisse ce message, vous valez plus que vous ne le pensez. Vous méritez le respect, l'affection, la considération. N'acceptez pas les miettes de ceux qui devraient vous donner un amour abondant. La vie est trop courte pour la passer à se rabaisser pour que d'autres se sentent plus grands. Découvrez votre force. Elle est là. À l'intérieur de vous. Attendant d'être réveillée. Et rappelez-vous. La justice poétique n'est pas de la vengeance. C'est simplement la vérité qui trouve sa place dans le monde. Mon histoire n'est pas une histoire de haine, mais une histoire de renaissance. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, pour redéfinir ses propres règles et pour exiger le respect que l'on mérite. Même à 65 ans, la vie peut recommencer, plus forte et plus belle qu'avant. Il suffit d'avoir le courage de dire non à l'injustice, oui à soi-même.